Alors à nouveau bonsoir et à nouveau merci à Amal pour son invitation. C'est vrai que pour moi c'est très important de parler de psychiatrie parce que c'est vrai que la psychiatrie a souvent une très mauvaise image et c'est une image qui n'est pas toujours fausse, mais c'est une image qui n'est pas toujours juste non plus. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de ma vie à essayer de faire une psychiatrie qui soit psychiatrie ouverte, le plus libre possible, et qui essayait d'associer tout ce qui existe pour essayer de tout simplement soigner au mieux quand ça ne va pas. Alors, je trouve que, en effet, les clivages, ça existe, mais je trouve que les clivages ne sont pas très adaptés, en particulier au service public. Parce que je pense que quand on a un souci quelconque, on a envie d'être bien soigné avec les méthodes qui sont les plus adaptées. On n'a pas tellement envie de se dire ça c'est mieux que ça, ou voilà. Donc je trouve que c'est vraiment important de parler de la psychiatrie. Simplement, ce qui me soucie un petit peu, c'est que, bon, comme vous le voyez, j'improvise parce que c'est vrai qu'on s'est recontacté un petit peu récemment avec Amal. Ce qui n'est pas grave, mais je l'ai prévenu que je n'aurai pas le temps de préparer. Et donc, je vais improviser ce que je peux vous dire. Et puis surtout, quand vous me poserez des questions, quand vous ferez des remarques ou des questions, eh bien, comme ça, je saurai si je parle de ce qui vous intéresse ou pas. Parce que c'est quand même mieux de parler de ce qui vous intéresse que simplement de ce qui m'intéresse moi. Alors, je pense que la question de la psychiatrie, elle est partout. Il se trouve que là, j'étais en Chine. Et je vais vous dire, la maladie psychiatrique, c'est la chose la plus égalitaire du monde. C'est-à-dire que la maladie psychiatrique, c'est très curieux. Elle est partout dans le monde. On a beau dire que oui, c'est vrai, c'est sous des formes diverses, mais enfin, je constate surtout que dans le monde entier, ça existe, que dans le monde entier, malheureusement, le suicide est très présent, qu'en Chine, je reviens, je suis un petit peu fatiguée, les personnes âgées se suicident affreusement, très nombreuses, que le service public chinois n'est pas encore si avancé que ça, n'est pas encore ouvert à tous, bien que le programme chinois, c'est intéressant, puisque c'est 2030, zéro pauvre, et que moi qui y étais en 2011, le SMIC était à 400 €, il est maintenant à 1000 €. Ce qui veut dire qu'il y a quand même moyen de faire des choses, et y compris pour la psychiatrie. Alors, je souhaite qu'on passe un moment serein, aussi serein que possible, parce que la vie est assez dure comme ça, autant la vivre sereinement quand on se rencontre, mais serein ne veut pas dire pas critique. On peut être serein et critique. On peut être dans une discussion et ne pas être d'accord sur tout. La discussion, ça n'est pas la guerre. Ne pas être d'accord sur tout, ça n'est pas faire la guerre. Je pourrais le dire de manière plus sophistiquée, mais de toute façon, ça ne change rien. La critique, kritain, pour ceux qui ont étudié le grec, c'est pas polémos. Donc voilà. Donc sentez-vous un peu tranquille pour le moment de la discussion, qui sera le moment peut-être le plus important pour moi. Alors, il se trouve que moi, je suis psychiatre, mais c'est vrai que je suis de ces psychiatres qui, c'était plutôt dans les années 70-80, ont choisi d'ajouter à leur enseignement psychiatrique la psychanalyse. Alors c'est donc ce que je connais le mieux, et donc ce sera là où je pourrai le mieux répondre aux questions. Mais vous savez que désormais, on a inventé le mot psy, et c'est vrai que quand on change les mots, on change les choses, ça reste vrai. Et c'est vrai que dire tout le temps ce truc de psy tout court, qui est un peu américain, on va dire, on ne sait plus bien de quoi on parle, il faut bien le dire, et à force de ne pas savoir de quoi on parle, on ne sait plus bien ce qu'on fait non plus. Donc voilà, les psys, c'est très varié. Alors moi, je suis d'une part psychiatre, parce que iatre, c'est iatros, c'est médecin, donc voilà, mais je suis aussi psychanalyse, analyse. Alors c'est comme ça. Alors parfois, c'est tellement différent que ça peut me mettre contradictoire. Toute ma vie, on m'a dit, mais comment vous faites pour porter ces deux casquettes ? Moi, je n'ai jamais trouvé ça difficile, mais bon, je sais que parfois, il y a cette question. Je crois que ça se pose moins maintenant. Alors, c'est vrai qu'un médecin, c'est de toute façon quelqu'un qui fait un diagnostic, en principe, exactement comme quand vous avez
mal au poumon, le médecin il vous ausculte, il est censé savoir si c'est une tuberculose ou une bronchite, et c'est pas le même traitement, à aucun point de vue. Donc c'est tout bête le diagnostic. Alors le diagnostic, il ne faut pas le confondre avec l'étiquetage. C'est-à-dire que le diagnostic il est utile, nécessaire parfois pour prendre les bonnes décisions. Et en psychiatrie, comme ailleurs en médecine, quand on rate la bonne décision, c'est très grave. Donc, il faut se servir du diagnostic. On ne peut pas l'envoyer se promener parce qu'il est utile pour qu'est-ce qu'il faut faire, en particulier dans l'urgence, je dois dire. Et puis après, quand on a fait le diagnostic, parfois c'est important parce que parfois il faut absolument éviter un suicide, voire parfois un crime, parce que en fait les psychiatres on dit toujours mais c'était imprévisible. Oui, c'est vrai que c'est un peu imprévisible, mais pas complètement en même temps. Donc il vaut mieux quand même se préoccuper bien de ce qui est prévisible, ce qu'on appelle le pronostic. Vous savez, on dit gouverner, c'est prévoir. Et la médecine, c'est aussi prévoir. Alors ça, c'est côté médecine. Mais une fois qu'on a fait un diagnostic, une fois qu'on a fait le pronostic, et une fois qu'on a prévu ce qui risquait d'arriver, eh bien, une fois qu'on en est là, on ne sait plus bien après comment on soigne. Ça ne suffit pas à soigner. Alors, est-ce que celui qui gouverne sait toujours prévoir? J'en suis pas sûre. Est-ce que le médecin sait toujours le pronostic? J'en suis pas sûre non plus. Ce qui est certain, c'est que depuis toujours, la médecine a toujours soigné avec les mots. Donc, de ce côté-là, c'est pas si nouveau que ça, la psychanalyse. C'est-à-dire que le traitement par la parole, c'est quelque chose qui est connu, qui existait déjà dans l'Antiquité. Le premier grec qui l'a écrit s'appelait Antiphon, et sur sa porte, il a dit « Venez ici, racontez vos rêves, mais vous devrez payer ». C'était vraiment, vous voyez, c'était dans la Grèce antique. Donc, le traitement par la parole, on l'a toujours fait en somme. Et je pense que je ne connais pas très bien toutes les autres cultures, mais enfin, en Chine, je pense que d'une certaine façon, les médecins chinois, la médecine chinoise, je crois que ça soigne pas mal par la parole aussi. J'entends les réflexions qui sont faites. Et je crois que dans les campagnes françaises, ceux qu'on appelait les rebouteux, ils soignaient beaucoup par la parole aussi. Donc voilà, les thérapies par la parole existent partout et depuis toujours. Alors, elles sont différentes. Alors, je peux commencer peut-être par la partie médicale et par les médicaments, parce que je crois qu'il faut faire attention à ce qui se raconte de nos jours sur les médicaments. De nos jours, il se dit des choses très graves sur les médicaments. Alors, on est pris entre deux feux, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, vous avez parfois des personnages des deux côtés, qui sont des gens qui font du business. Et ça peut être vrai aussi bien côté pharmacie que côté parapharmacie. Dans tous les domaines, vous avez des gens qui veulent vendre, et donc, vous pouvez avoir des défenses de tels produits pharmaceutiques, médicamenteux, qui ne sont pas si fondés que ça, et qui sont un peu destinés à vendre. Et puis, vous pouvez aussi avoir un accent mis sur ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui n'est pas forcément pur de toute visée commerciale. C'est-à-dire que, voilà, c'est en racontant tout ce qui a pu se passer, qui est très grave, bien sûr, avec le Mediator, avec des médicaments, bien sûr, mais il ne faut jamais oublier quand même que tout de suite après avoir lu ça, ce que je fais, puisque je lis des tas de choses qui sont adressées, bien-être, santé, je ne sais pas quoi, enfin je lis tout ça parce qu'il faut être au courant, et je constate qu'aussitôt qu'on vous a expliqué qu'il ne faut pas prendre de médicaments, on vous en propose qui sont naturels, qui sont ceci, qui sont cela, enfin finalement on vous les vend. Donc le commerce, malheureusement, n'épargne rien. Mais en principe, c'est pourquoi j'ai passé ma vie en service public. C'est vrai que c'est très bien quand la médecine n'est pas connectée au business, je dois vous l'avouer. C'est-à-dire que c'est assez magnifique de pouvoir voir un patient et puis de savoir que quoi qu'on fasse, s'il ne revient pas, c'est embêtant pour lui, mais c'est vraiment pas la perte
d'un business. Hein. Donc ça, c'est quand même la beauté du service public français, auquel je suis affreusement attachée, dans lequel je travaille toujours. Je ne suis plus médecin-chef parce qu'il y a un âge auquel il faut être raisonnable et transmettre à plus jeunes, mais je suis toujours en train de consulter pendant encore un certain temps, parce que je trouve que c'est chouette, la médecine et la psychiatrie qui n'est pas connectée au libéral. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la bonne psychiatrie libérale, évidemment. Hein. Tout ce que je vous dis, tout ça est à prendre avec des pincettes et tout ça n'est jamais complètement vrai. Hein. Je vais vous dire un terme lacanien, bon, ça, j'espère que ça va vous faire rire. La vérité n'est pas unique. Hein. Il n'y a pas d'unique vérité. Hein. La vérité, alors Lacan, qui était un grand psychanalyste, a inventé un mot assez rigolo. Il a inventé le mot la varité. Hein. C'est-à-dire qu'il a inventé que la vérité, il y en a plusieurs. Hein, vous savez, vérité en deçà, vérité au-delà des Pyrénées. Voilà. Donc je ne prétends pas vous dire la vérité ni sur la psychiatrie ni sur la psychanalyse, parce que, en tant que lacanienne, l'idée première, c'est quand même qu'il y a plusieurs vérités. Donc vous avez entendu Marie-Rose Moreau, je crois, hein, Amal, c'est bien ça, hein, qui est venue, hein, oui. Et voilà, vous allez m'entendre maintenant, puis vous allez peut-être entendre d'autres personnes, et puis il n'y aura pas la seule vérité, hein, donc c'est comme ça, personne ne connaît la vérité complète. Alors, eh bien, côté médicaments, hein, vous connaissez l'effet placebo, hein, l'effet placebo, c'est vrai que ça nous plaît, et au fond, qui peut prétendre, surtout autrefois, quand on avait un bon médecin de famille, encore plus à la campagne, mais même en ville, puis ça existe encore parfois, de moins en moins, bien sûr, mais ça existe. On sort chez son docteur, on est content, quoi, on est rassuré, on va bien, avant même d'avoir pris ce qu'il a prescrit. Bon, autrement dit, un généraliste peut soigner par les mots. Et après, quoi qu'on prenne, il faut bien le dire, hein, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Hein. En même temps, attention, je ne veux pas dire qu'on donne n'importe quoi, si on le donne bien, ça marche. Mais quand même, hein, la façon de donner, la façon de prescrire, hein, joue un rôle fondamental. Hein. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que si malheureusement vous êtes dans un service public, hein, où il y a de moins en moins de moyens, hein, et ben, il y a de plus en plus de patients, et donc vous allez de plus en plus vite parce que vous n'avez pas trop le choix. Hein. Et il faut bien dire que c'est assez catastrophique, parce que dans la prescription, il faut prendre le temps, hein, de soigner avec les mots. Et quand il faut voir 30 personnes en 4 heures, hein, c'est évident que le traitement par la parole, il en prend un coup. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un peu dommage, et j'espère toujours que le service public ne sera pas trop bousillé, parce que je pense que c'est notre chance en France. Hein. Je pense que personne se rend bien compte à quel point nous avons de la chance, à quel point nous avons une certaine égalité des chances quand même dans la médecine publique, et j'espère que ça va pouvoir durer. Alors, il y a par exemple dans les débats actuels, hein, ce fameux effet nocebo, hein, qui est un phénomène par lequel des symptômes ou des effets indésirables surviennent suite à la prise d'une substance, neutre parfois, hein, que dalle, quoi, comme dans le placebo, hein, ou inactive et donc parfaitement inoffensive. Hein. Eh bien, l'effet nocebo, hein, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est que n'importe quel médicament va faire du mal. Hein. Et ça, bien sûr, c'est très utile pour la parapharmacie, qui par ailleurs, je répète, fait un marché. Donc, évidemment, dans l'effet placebo comme dans l'effet nocebo, évidemment, c'est le rapport à celui qui prescrit qui est en cause. Hein. Donc, si vous prescrivez bien, vous avez beaucoup plus de chances que la prescription réussisse. Mais attention, pas seulement. Après, il y a quand même quelque chose qui est au-delà de la parole, hein, qui est la nature du produit, et qui fait que c'est comme ça. On touche à ceci, à cela, la sérotonine, la noradrénaline, etc. Puis il se trouve que, hein, c'est un fait, hein, que vous observez quand même que quelqu'un qui voulait à tout prix mourir, hein, avec un bon antidépresseur, quoi qu'en dise l'industrie parapharmaceutique, tout d'un coup, c'est bizarre, mais au bout de 5 semaines, il n'a plus envie de mourir, quoi. Donc, c'est vraiment dommage de passer son temps à essayer de vendre d'autres choses en disant du mal de tous ces produits. Il n'y a jamais eu que le Prozac faisait tuer son voisin. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut savoir avec l'antidépresseur, c'est très grave si vous avez des proches qui sont soignés comme ça. Sachez bien qu'un antidépresseur, il a
une qualité et un défaut. Sa qualité, c'est que c'est mathématique, hein, c'est neuro, hein, c'est comme ça. C'est qu'au 10e jour, hein, il y a une levée de ce qu'on appelle l'inhibition. C'est-à-dire que ne rien arriver à faire rien du tout d'un coup, c'est fini, quoi. Tout d'un coup, on peut faire des trucs. La même personne qui restait dans son lit, qui avait plus faim, évidemment, plus de libido, plus d'envie de rapport sexuel, enfin, plus rien, ce qui est de l'ordre du désir. Hein. Voilà pas que la même personne, tout d'un coup, 10e jour, là, tout d'un coup, elle peut faire. Hein. Elle perd son inactivité, elle perd son incapacité à agir. Ça, c'est souvent, bien sûr, c'est vague ce que je vous dis. Je ne dis pas c'est toujours au 10e jour, je vous donne des éléments généraux comme ça, qui sont bien sûr toujours chaque fois discutables. Mais il se trouve que le malheur avec les antidépresseurs, c'est qu'au 10e jour, il y a la capacité d'agir qui revient. L'ennui, c'est que la douleur morale, on appelait comme ça la tristesse, hein, et ben elle disparaît que 10 jours plus tard, hein, ou même encore plus tard. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne. C'est facile, hein, c'est très facile à comprendre. Vous aviez tellement la dépression, le blues, la tristesse, que vous aviez envie de mettre fin à vos jours. Parce que, après tout, le suicide, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique à l'humain. Hein. Il y a du suicide animal, mais c'est quand même pas très fréquent. Donc on peut dire aussi que c'est une sorte de chose un peu grandiose pour l'humain, d'être capable de savoir qu'il est mortel, hein, on disait Socrate, mais qu'en même temps, il peut prendre la décision de décider lui-même. C'est assez grand. En même temps que c'est grand, ce qui est très ennuyeux, c'est que 989 fois sur 1000, c'est juste une connerie. Et ça, c'est vraiment très ennuyeux. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous pensez « Ah, la bonne idée, c'est de me foutre en l'air hein », bah, heureusement, hein, il se trouve qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de bouger. Hein. Alors du coup, hein, c'est bien, vous ne vous suicidez pas. Mais si vous tombez sur un mauvais docteur qui vous balance un antidépresseur, l'ennui, c'est qu'au bout de 10 jours, vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire. Hein. Oui, mais l'ennui, c'est que vous faites quoi? Eh bien, vous vous suicidez. Hein. Et puis, si vous avez affaire à un délire, hein, où vous pensez que votre voisin... Attention, comme à la campagne, il a tué vos vaches, hein, mais ça peut être aussi qu'il a dit des méchancetés sur vous et que vous les avez entendues à travers le mur. Quand vous êtes KO et déprimé, vous n'allez pas vous venger. Hein. Mais s'il y a un mauvais médecin qui vous donne un antidépresseur et qui ne s'occupe pas du tout de vous aider à vous rendre compte que c'est peut-être pas si grave, eh ben, vous pouvez tuer votre voisin. C'est pas que le Prozac vous a amené à tuer, c'est que le Prozac a libéré votre énergie pour vous tuer ou pour tuer l'autre. Hein. Sachant que se tuer ou tuer l'autre, c'est assez souvent pareil. Et que malheureusement, si parmi vous, il y en a eu qui ont connu des suicides proches d'eux, le deuil du suicide est la chose la plus terrible à faire. Et c'est très difficile, le deuil du suicidé, et d'ailleurs, c'est Freud qui l'avait dit, Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Hein. Et c'est difficile, pourquoi? Parce que quelque part, dans le suicide, il ne faut pas se le cacher, il y a une sorte d'envie de tuer l'autre. Hein, et c'est ça, malheureusement, ça fonctionne parfois. C'est-à-dire on se tue soi-même parce que quand même on ne veut pas tuer l'autre. Mais enfin, l'autre, il vous a fait beaucoup de mal. Par exemple, il vous a trompé de manière horrible. Par exemple, il vous a fait des saloperies professionnelles, etc., etc. Et là, quelque part, vous avez envie de le tuer. Mais comme quand même, il y a quand même quelque chose qui, dans la culture, interdit le meurtre, et bien souvent, on se retourne contre soi-même. Donc les antidépresseurs, c'est un médicament, il ne faut pas toujours écouter toute la mauvaise publicité qui en est faite, d'autant plus que, je le radote pour la 5e fois, il est toujours proposé autre chose à la place. Bien. Alors ça, c'est pour la question médicaments. Alors peut-être maintenant un mot sur les diverses thérapies par la parole. Là, c'est vrai, Amal a très bien compris, je ne suis pas pour ces clivages absolus. Je pense, et c'est Sigmund Freud qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis, Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse, a écrit textuellement qu'aucune thérapie n'est à négliger. Hein. Pendant des années, il y a eu le bassin de Mesmer, les dames qui étaient un peu folles, hein. Elles allaient sur le bassin et puis quand même, elles en sortaient, elles étaient beaucoup mieux. Hein. Et puis d'abord, elles étaient ensemble, et puis on se touche les mains, et puis aussi,
On peut aussi être autour d'une table, et puis, comme par hasard, on touche la main de l'autre, comme ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça, et comme par hasard, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, ne serait-ce que parce qu'on est en groupe, comme dans certaines cultures, on se tient la main pour danser. Donc déjà, rien que pour ça, ça fait du bien. Et puis rien qu'on s'occupe de vous, en général, ça fait du bien. C'est pour ça que rejeter telle méthode, ça me paraît pas raisonnable. Alors, vous avez donc l'hypnose, qui est devenue maintenant à nouveau à la mode, après avoir été très, très évacuée, puis qui revient, et qui, à certaines personnes, peut faire du bien. Vous avez la thérapie de soutien. Ça, évidemment, votre voisine peut le faire si elle est sympa. Mais non, t'en fais pas. Votre généraliste aussi, t'en fais pas, ça va s'arranger. Mais non, c'est pas si grave. Bon, c'est ça la thérapie de soutien. C'est pas très sophistiqué. C'est pas très compliqué, mais c'est bien, quoi. Quand on est malheureux, qu'on est mal, il vaut mieux avoir une voisine qui vous dit mais non, tu vas voir, ça va s'arranger. Il vaut mieux un bon docteur qui dit mais non, c'est pas si grave. On va beaucoup mieux que si on a affaire à quelqu'un qui dit oh là là, t'as ça, mais c'est horrible. Bon, c'est le bon sens élémentaire, mais ça compte. Il faut des fois un peu de bon sens pour la thérapie de soutien. Après, évidemment, il y a dans tout ça une part de suggestion, comme vous le voyez, c'est-à-dire, voilà, je te mets les mains comme ça, et puis tu vas faire ci, tu vas faire ça. Oui, vous savez, l'être humain, il a besoin d'un maître. On en sait quelque chose. On a eu divers maîtres dans notre culture. On a eu Staline, Hitler, on a eu des empereurs extrêmement autoritaires. Bon, l'être humain, on est comme ça. On est un peu bête, mais c'est comme ça. On a parfois besoin d'un maître. Et malheureusement, ce besoin d'un maître, il peut se trouver dans le fait qu'on ait besoin de suggestions. Et que la suggestion, des fois, ça marche. Ça marche souvent pas très longtemps. Alors, c'est là que Freud a découvert la dite psychanalyse, c'est qu'il s'est rendu compte avec un jeune médecin qui s'appelait Breuer, qui avait une malade, qui avait toutes sortes de troubles. Elle avait des symptômes de ce qui maintenant ont un petit peu disparu, mais elle avait des drôles de symptômes, c'est-à-dire, par exemple, elle voyait un serpent, mais elle le voyait, c'était une vision, elle ne pensait pas forcément après que le serpent, il avait vraiment été là. Alors elle essayait, comme ça, le serpent, de le faire partir. Et après, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait la paralysie du bras. Alors, évidemment, quand on regarde son problème en tant que médecin, on se dit, mince, alors... Et en même temps, il n'y a rien, quoi. Au niveau des nerfs, on peut faire tous les examens qu'on veut, on constate qu'il n'y a rien de somatique. Bon, on a appelé ça l'hystérie. Le mot n'est pas très gentil parce que, comme vous l'imaginez, ça vient de l'utérus. Donc, c'est pas loin de dire que toutes les femmes sont tapées, sont toutes fadas, sont toutes, comme vous voulez, folles. Mais bon, il se trouve que c'est vrai que c'est plus souvent chez les femmes que ça s'exprime par le corps. C'est un fait. C'est plus souvent les femmes qui perdent leur voix, ça va bientôt arriver là, avec vous, ou qui sont paralysées, ou... C'est vrai, ça passe souvent plus par le corps, mais chez les femmes, beaucoup de choses passent par le corps. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, ça, Freud a constaté que la dame, une fois qu'elle avait raconté tout ça à Breuer, qui était comme ça, fermer les yeux, les mains sur la tête, etc., Freud a constaté que l'effet produit durait un seul jour. Et puis, moi, je le constate aussi, parce que comme je suis assez ouverte, je n'empêche pas mes patients d'aller faire de l'hypnose ou de la suggestion, n'importe quoi. Mais c'est vrai que souvent, ils disent, c'est embêtant, ça m'a fait beaucoup de bien, mais l'ennui, c'est que c'est revenu le lendemain. C'était déjà comme ça quand Freud a inventé la psychanalyse. Alors, il a essayé d'inventer des choses. Les inventeurs, c'est comme ça. Quand on invente, on essaye de trouver un truc nouveau qui a l'air plus utile. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé quelque chose qui serait, disons, sortir un petit peu de la maîtrise, être un petit peu moins le maître du patient qu'un hypnotiseur ou que quelqu'un qui fait la suggestion. Alors il s'est dit pour ça, il a trouvé la solution, on ne met plus les mains sur la tête, on ne dit plus de fermer les yeux, c'est-à-dire on dit vous pouvez garder les yeux ouverts. Alors c'est assez rigolo si on peut faire un jeu de mots, garder les yeux ouverts, c'est drôle quoi, c'est-à-dire regardez un petit peu vos histoires personnelles, regardez un petit peu ce qui vous fait souffrir, gardez les yeux ouverts là-dessus. Donc ça c'était quand même un petit changement. Et puis ensuite, alors il a inventé le divan. Alors pourquoi il a inventé le divan ? Ça dépend un peu des tempéraments des thérapeutes.
Moi qui suis méditerranéenne, par exemple, vous n'avez qu'à regarder ma tête, hein, vous savez tout ce que je pense. Hein, c'est quand même très facile. Bon, c'est quand vous avez ça dépend des visages. Hein, mais enfin, en gros, quand même, quand vous êtes en face d'un psy, hein, c'est quand même assez facile de voir quand est-ce qu'il a les yeux qui sourient un peu, qui brillent, quand est-ce qu'il fait un peu la gueule. Ça se voit quand même beaucoup sur le visage. Ça dépend des tempéraments. Et moi, je dis méditerranéen, mais ça peut être en dépendant de la géographie. Il y a des tempéraments qui sont plus fermés que d'autres, d'autres qui sont plus lisibles, un livre ouvert. Hein, ça dépend. Ah, pardon. Je parle peut-être... Est-ce que ça va ? Oui, je dis selon le style des personnes, il y en a, on voit plus sur leur gueule ce qu'elles pensent. Hein. Je dis par exemple, moi, ça se voit assez facilement. Mais il y a des gens, on voit moins sur leur visage ce qu'ils pensent. Donc évidemment, l'avantage du divan, c'est que quand vous êtes sur le divan, la gueule du psychanalyste, vous ne la voyez pas. Hein. Comme ça, il ne risque pas trop de vous influencer, puisque vous ne voyez pas ce qu'il pense, sur sa gueule en tout cas, hein, sur sa tête, sur son visage. Hein. En revanche, évidemment, si vous êtes très mal, ce n'est pas une bonne solution, parce que ce visage de l'autre, c'est un soutien dans la vie. Hein. Donc c'est pour ça que certaines fois, il faut rester en face à face, parce que parfois, on a besoin du visage de l'autre, du sourire de l'autre. Hein. Donc c'est pas non plus une obligation, c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est adapté à certaines personnes. Hein. Et Freud disait même que c'était adapté à lui-même, hein, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup mieux, franchement, c'est moins fatigant d'être dans son fauteuil, hein, et le malade sur le divan, je vous assure que c'est moins fatigant que le face-à-face. J'ai fait l'expérience des deux, c'est sûr que c'est moins fatigant. Donc Freud le dit carrément, hein, c'était même un confort pour lui. Ben oui, je suis d'accord. Mais il y a des personnes, on ne peut pas avoir ce confort parce qu'elles ont absolument besoin de voir ce qu'on pense. Seulement, si on voit ce qu'on pense sur notre visage, il y a une dimension de maître. Hein. Et alors, si on parle, alors là, je ne vous dis pas, hein, dès qu'on parle, voilà, c'est pour ça qu'on se moque un peu des psychanalystes qui font C'est vrai que c'est assez comique, il faut bien le dire. Hein. Mais si vous faites autre chose que vous influencez le patient. Influencer au sens de suggestion. Vous le suggérez, puisqu'il voit dans ce que vous dites, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Hein. Donc finalement, après, il va vous raconter, comme j'entendais aujourd'hui même, je me suis séparée de cette compagne parce que mon psy, en l'occurrence psychanalyste jungien, m'a amené vers le fait que nous avions une relation fusionnelle et que donc ça serait mieux que j'aille vers une relation moins fusionnelle avec une telle. D'accord. Donc la personne s'est séparée en se sentant, je dis, mais votre psy vous a encouragé à... Non, pas encouragé, mais accompagné. Hein. Eh bien, justement, le psychanalyste n'est pas censé accompagner, parce que si on accompagne, on sait déjà où est la direction. Or, précisément, c'est le maître qui sait où est la direction et qui vous accompagne. Mais pourquoi pas? On peut avoir besoin d'un maître, je le répète. Alors, c'est pour ça que c'est vrai que le psychanalyste peut être silencieux. Souvent. Il faut faire attention à ça, parce que silencieux, il y a deux façons d'être silencieux. Hein. Il y a être mutique, c'est-à-dire fermer sa gueule tout le temps. Bon, ça s'apprend facilement, hein. C'est pas tellement compliqué de fermer sa gueule tout le temps, hein, surtout quand l'autre est allongé. Hein. C'est assez fastoche, à vrai dire. Hein. Il suffit qu'on vous dise, bon, vous la fermez, définitivement. Bon, ok. Qui n'est pas capable de rester une demi-heure à fermer sa gueule? C'est pas ça, hein, le sujet. Hein. C'est pas le mutisme. Le sujet, c'est le silence choisi, le silence délibéré. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, sur ce point-là, je dirais bien telle chose. Mais non, je ne vais pas la dire. Parce que je ne vais pas décider que cette personne, elle va aller vers ça ou ça. Quand il n'y a pas de danger, je dis bien encore une fois, quand il n'y a pas de risque de suicide. Donc, quelque part, se taire, c'est pas pareil que d'être mutique. Se taire, c'est un acte. C'est décider qu'on va fermer sa gueule, même si, par exemple, on a une autre idée. Hein. Parce que Freud a inventé une méthode qu'il a appelée l'association libre. Alors ça aussi, c'est évidemment écrit en allemand. Et donc ça a donné des gros malentendus. Hein. Parce que association libre, en français, on peut s'imaginer que ça veut dire, on peut dire n'importe quoi. Non, ça veut simplement dire, sentez-vous libre de dire des choses malpolies, un peu dégoûtantes, genre sexuelles, genre même pire que ça, hein,
anal, fécal. Hein. Là, vous pouvez le dire, c'est ça que ça veut dire. Mais après, libre, malheureusement, on n'est pas libre. Hein. C'est-à-dire que si un jour vous faites des associations libres, vous verrez que malheureusement, vous radotez toujours un peu les mêmes choses, vous les répétez. Hein. Et donc, la liberté, elle est limitée, hein, parce qu'il va vous revenir dans la tête papa, maman, le parti, enfin, que sais-je. Hein. Enfin, toujours un peu des trucs quand même qui ne sont pas si libres que ça. Donc, l'association est libre dans une certaine mesure. Elle est idéalement libre. Hein. Et puis, on s'aperçoit avec le temps qu'on est vraiment loin d'être si libre que ça. Hein. Et puis ensuite, le psychanalyste, il est censé avoir ce que Freud a appelé la neutralité bienveillante. Hein. Alors ça aussi, la neutralité bienveillante, ça donne beaucoup de confusion. Hein. C'est-à-dire que ça aboutit parfois à cette espèce de style que je trouve presque un peu mortifère. Alors, outre le mutisme, pas avoir la gueule, il y a le côté neutre, absolument neutre surtout. C'est pas ça, la neutralité bienveillante. Hein. Le mot est mal choisi en français. Hein. Alors, c'est comme ça. Neutre, c'est pas seulement... voilà, je suis neutre, alors tu as envie de te suicider, je suis neutre, hein, si tu veux. Non, c'est pas ça. Attention, il y a une confusion possible. Hein. Neutre, ça veut simplement dire hein, que c'est pas les préjugés du psychanalyste qui doivent en principe jouer. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, il pense que c'est bien comme ça hein, qu'il va penser que c'est bien pour son patient. C'est surtout ça que ça veut dire, c'est-à-dire autant que possible que le psychanalyste se soit débarrassé de ses préjugés. C'est pas, hein, les idéaux ne sont pas toujours réussis, je vous le dis tout de suite, dans aucune matière. Hein. Mais en gros, c'est quand même, il a ses idées sur la vie, hein. Il préfère ceci et cela. Hein. Moi, par exemple, je préfère le mariage à long terme, mais je ne vais pas penser que pour mes patients, c'est la solution. Hein. Non, il y a des gens pour qui ce n'est pas la bonne solution. Donc voilà, par exemple, pour prendre quelque chose de très soft, puisque mon mari est présent. Hein. Donc voilà, c'est une solution bien. C'est mon droit que ce soit celle que j'ai préférée, mais ça peut être pas la meilleure pour d'autres. Hein. Par exemple, je sais pas, avoir 5 enfants, c'est super chouette. Mais il y a des gens pour qui c'est pas leur truc, quoi. Donc voilà, il faut quand même faire bien attention à ce que veut dire la neutralité bienveillante. C'est surtout ne pas fourrer ses préjugés sur le patient. Voilà ce que ça veut dire essentiellement. Je sais pas, c'est mieux d'être mince que gros. Je sais pas, c'est l'ordre de la société. Hein. Peut-être que dans quelques années, on va trouver que c'est complètement dingue de nous parler de mincir à ce point-là, par exemple, etc., etc. Bon. Donc, c'est ça la neutralité. Et l'attention du psychanalyste, elle est censée être flottante. Alors ça aussi, c'est une très mauvaise traduction. L'attention flottante, c'est une traduction de l'allemand. Alors du coup, ça donne l'impression que l'attention flottante, c'est « j'en ai rien à foutre de rien ». Quoi, hein. C'est-à-dire, alors après, vous avez toutes les fantaisies. Ah ouais, pendant ce temps, il fait autre chose, etc. Ça peut même arriver, hein, ou il dort, enfin tout ça, ça peut arriver. Mais concrètement, c'est pas ça que ça veut dire. En allemand, c'est égal. Égal. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, on pourrait peut-être le traduire par l'attention égale. C'est pareil que l'absence de préjugés. Ça veut juste dire, je ne vais pas être plus intéressé quand la personne va parler de ceci que quand elle va parler de cela. C'est tout. Parce que sinon, c'est mes intérêts à moi qui sortent. Vous voyez, c'est assez simple. Alors, oh là, attention, mon truc se casse la gueule, là. Désolée. Oh, mais c'est pas grave, mais c'est juste que... Vous remet ? Oui, comme vous voulez. Alors, si vous pouvez, dans 5 minutes, ça serait le moment du petit... Je me rends... C'est bon, là, je suis presque fini dans 10 minutes, c'est bon ? Parfait. Alors, il faut quand même que je vous dise un mot sur comment c'est organisé et comment c'est accessible. Hein, parce que, après, comment on trouve tout ça ? Il y a tout le libéral, ça. Hein, vous pouvez trouver les adresses partout. Puis, il y a le service public. Alors, le service public, il y a plusieurs façons. Hein. Il y a eu une invention qui était très bien disposée, qui était faite pour l'égalité des soins. C'est-à-dire, si vous habitiez tel arrondissement, vous alliez voir un endroit
où il y avait, à l'époque on appelait ça le dispensaire, maintenant c'est le CMP, Centre médico-psychologique, puis vous étiez hospitalisé dans tel service parce que c'était votre secteur. Un peu exactement comme les lycées. Sauf que très franchement, il se passe dans les secteurs la même chose que dans les lycées. C'est-à-dire que c'est tout juste si les gens ne déménagent pas pour venir être soignés dans votre secteur. Si j'étais sans modestie, ce qui est le cas, je vous dirais par exemple que mon secteur était le plus choisi, et par les internes, et par les familles, et par les malades, et donc les gens se débrouillaient toujours pour avoir une adresse qui corresponde à Paris-Javel. Bon, c'est comme exactement, il y en a qui font ça pour aller au lycée Henri IV, donc il y a des limites à tout. Mais quand même, le secteur, ça veut quand même dire que dans tous les quartiers, il y a un centre médico-psychologique, il y a toujours quand même un lit, il y a de moins en moins de lits, tout le monde croit que c'est bien, moi je trouve que c'est pas bien, tout le monde croit que c'est un progrès, moi je trouve pas, parce que quand vous êtes suicidaire, c'est embêtant qu'on vous fasse sortir au 10e jour. Mais bon, chacun son idée là-dessus, encore une fois, tout ça est discutable. Et puis, vous avez les secteurs qui ont été réunis par une réforme assemblée par 2, par 3, par 4, pour faire une seule structure qui s'appelle un pôle. C'est fait pour une économie de moyens, parce que bien sûr, dans chaque endroit, il y a des choses qui se répètent dans chaque endroit, et donc on peut imaginer qu'il y a des choses qu'on peut partager, et c'est une façon que ça coûte moins cher, c'est une façon de diminuer les dépenses publiques. Personnellement, je trouve que c'était pas mal les petites structures. Enfin, quand je dis petites structures, c'était 150 personnes. Quand j'étais chez le service petite structure, je me comprends. Oui. Moi, je voulais savoir la différence qu'il y avait entre Lacan et Freud. Déjà, il y a une grosse différence d'âge. Déjà, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que... Les avances positives. Oui. C'est très important, en effet. Alors, vous savez, Freud, vous verrez que quand vous lisez, il n'arrête pas de parler des mots. C'est fou quand vous voyez l'interprétation des rêves. Tout le temps, c'est des mots, c'est des blagues, c'est des mots d'esprit. C'est vraiment très lié quand même à la langue. Il n'y a qu'à lire La science des rêves, ou l'interprétation des rêves, pardon, je me fous de la traduction, je suis un peu bizarre. Et vous n'avez qu'à lire le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, vous lisez tout ça, vous parcourez même tout ça, vous verrez que c'est impressionnant de voir à quel point tout ça est beaucoup lié aux mots, à la langue. Et Lacan, c'est des jeux de mots. Alors justement, j'allais y venir. Alors, Lacan, il a repris tout ça, et il l'a mis en langage de son époque. C'est-à-dire en gros 60-70, disons. Et donc, il s'est emparé de la notion saussurienne du signifiant. Il l'a d'ailleurs bricolé à sa façon, pas juste du point de vue de Saussure, mais il le dit, il ne prétend pas qu'il est linguiste et que c'est le bon Saussure qui dit. Lui, il a trouvé que c'était utile de dire que, déjà dans Freud, on voit l'importance des mots. Et comme il a appelé ça signifiant langage, disons-le, c'est un peu sophistiqué. Il faut le dire, s'il y a un reproche qu'on peut faire à Lacan, qui a été mon analyste, donc je peux me permettre de parler de lui, y compris sous l'angle du reproche, parce que voilà, mon transfert est terminé, mais en même temps, je suis très pleine de gratitude. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu compliqué, un peu trop, à mon avis. Pas trop, ça dépend où il parlait. Quand il parlait à Yale University, il parlait très simple. Mais alors, quand il parlait dans son séminaire, c'était archi sophistiqué, un peu, pour bien le dire, il avait un peu deux discours. Un qui était ésotérique, un autre exotérique. Un discours fait pour être entendu par tout le monde et un discours pour spécialistes. Bon, alors, le deuxième point, c'est que pendant longtemps, par rapport à Freud, Lacan, je trouve personnellement, a un peu négligé pendant longtemps de parler ce qui n'était pas la langue. Je ne sais pas, moi, par exemple, voilà, il y a des choses corporelles, tout ne passe pas par la langue, surtout si on entend par la langue le langage tel qu'il est, par exemple, appris à l'école. Vous savez, il y a une expression que je trouve qui est très parlante, c'est le cas de le dire en français, c'est une langue châtiée. Vous avez une langue châtiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gosse, il arrive à l'école avec ça la langue, son blabla, non, c'est pas le même mot. Charabia. Non, pas charabia.
ça va bien entre nous. Non, c'est pas... ouais, si l'on veut, enfin, du blabla. Ah si, c'est peut-être blabla, mais je veux dire. Il y a un autre mot mieux que ça, mais les lalations, voilà. C'est l'allation. Hein? Et puis, l'allation. La. Et puis, là-dessus, vous remarquez qu'à l'école, hein, sa langue devient quoi? Châtier. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est un lieu où on lui dit, tu ne peux pas tout dire, et n'importe quoi. Hein. Par exemple, à mon fils, on va lui dire, non mais maman, ça c'est pour les Américains. Hein. Ici, tu dis maman. Hein. Donc, on va, il y a même un mot, un joke, si je peux me permettre, un jeu de mots, puisque justement, madame dit que c'est souvent des jeux de mots, et en effet, Lacan, c'est beaucoup des jeux de mots. Et par exemple, dans les jeux de mots multiples, il y a châtier. Alors châtier, si vous regardez bien l'étymologie et tout ça, châtier et châtrer, c'est à peu près kiff-kiff, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc, c'est vrai que la civilisation châtie la lallation du petit. Alors là, qu'on met beaucoup l'accent là-dessus. Et pendant un certain temps, c'est vrai qu'il parle moins de ce que Freud appelait la dimension économique. Hein, et que là, il y a une certaine négligence, moi je trouve, pendant un certain temps, qui est un petit peu, en effet, trop intello, comme ça lui est reproché, hein, et que ça, c'est vrai que c'est un peu tardivement qu'il y vient, hein, mais il y vient. Simplement, au lieu de parler dans les mêmes termes que Freud, il met très en avant... Il est fâché, monsieur, c'est dommage. Ah, c'est dommage, je ne sais pas ce qu'il aurait voulu que je réponde, dommage qu'il n'ait pas pressé. Pour avoir des réponses, il faut préciser les questions, vous voyez, parce que là, je n'ai pas bien compris sa question. Il vous attend à la sortie, je crois. Hein? Il vous attend à la sortie. Ah bon? Je pourrais lui dire à la sortie. Hein? Je pourrais lui dire à la sortie en tête à tête, ça sera mieux. Je vous attends à la sortie. Ouais. Alors, Lacan met en avant ce mot de jouissance. Hein? Alors, jouissance, le mot, il est dans Freud, en fait. Hein? Il est dans Freud. Dans Freud, il y a le Lust, qui est le plaisir, hein? Puis il y a quand même la jouissance aussi. Mais c'est vrai que Freud ne met pas trop l'accent sur ce mot jouissance, hein? Et que Lacan, dans un moment de sa vie plus tardif que toute cette histoire sur les signifiants, la linguistique, etc., mettra plus l'accent. D'abord, il invente un objet. Alors, vous voulez que je vous parle de la différence? Ok. Et alors, pour Freud, hein, vous avez les objets classiques, hein, le petit garçon, le sein. Alors, voilà, on prend le sein, et puis c'est très important, et puis maman est très importante parce que c'est elle qui le nourrit. Et puis, dans un deuxième temps, on apprend la propreté, comme on dit, mais quelque part, Freud considère que on fait un cadeau à maman, je le dis vulgairement, pardonnez-moi, de son petit caca. On peut dire les choses simplement. Pas très joli, mais tant pis. Hein, voilà, c'est fesses, si vous voulez que je vous le dise. Ça dépend de la langue que vous voulez, je parle un peu beaucoup de langues. Donc, volontiers. Donc, ça m'est tout à fait égal. C'est dommage que monsieur ne veut pas me dire quelle langue il entend. Et donc, oui, c'est vrai. Et donc, Lacan, il va dire, alors ça, on les appelle des objets. Hein, les objets, bon, le caca et le sein, hein, c'est les deux objets freudiens les plus marqués. Bon, il n'y a qu'à avoir des enfants pour voir qu'en effet, ça compte beaucoup. Hein, et que ça, c'est pas des mots. Hein. Voilà, ça, c'est de l'économie en termes freudiens, c'est de la libido. Bon. Et puis Freud, dans un deuxième temps, il ajoute autre chose, qui est l'instinct de mort. Hein, que paradoxalement, les instincts sexuels, Freud dit, ce sont des instincts vitaux. Hein, et puis, il y a l'instinct de mort. Il y a quelque chose qui fait que nous tous, on est poussés. Hein, quelque chose nous pousse à faire des conneries. Moi, par exemple, j'ai fumé très longtemps. Merci beaucoup pour mes poumons, c'est très malin. Hein. D'autres ont pris de la drogue, d'autres sont alcooliques, d'autres... Enfin, on n'arrête pas de faire des conneries, il faut bien le dire. Donc, il y a chez tout le monde, plus ou moins, hein, selon votre état mental et votre histoire, plus ou moins un pouce à la mort. Quand même. Ça existe, on ne peut pas dire le contraire, sinon personne ne se mettrait dans ces situations terribles dans lesquelles arrive quand même presque un tiers des Français, un tiers de l'humanité dans la dépression, c'est quand même très répandu. Et Lacan, alors, il a insisté sur deux choses. Hein. Il a dit qu'il y a d'autres objets essentiels que le sein et les fesses. Hein. Il en a rajouté au moins deux autres. Hein. Il dit qu'il y a le regard et la voix. C'est assez simple. Il dit qu'il n'y a pas que le sein et les fesses, il y a aussi le regard et la voix. C'est-à-dire que fondamentalement, il a fait ce qu'on a appelé le stade du miroir. C'est-à-dire comment, chez l'être humain, le gosse, il se regarde, il dit « Ah !» Il voit qui c'est, il est content, il est dans la jubilation. Hein. Mais pour qu'il soit content et jubilation, il vaut mieux qu'il y ait un tiers
Ça peut être papa, maman, ça n'a pas tellement d'importance. Hein, pour vous, soit un tiers. Hein. Un tiers, c'est pas un mot lacanien, hein, c'est un mot des gens qui ne sont pas d'accord avec Lacan. Moi, ça va être égal, je trouve qu'un tiers, ça dit bien la chose. Hein. Qui, quand même, lui fait remarquer, oh, que t'es mignon, c'est toi et tout. À partir de là, c'est vrai qu'il y a une espèce de plaisir hein, à voir son image dans le miroir et que ça aide l'humain à se fabriquer. Et qu'est-ce qui intervient là? Ben, c'est déjà le regard qui est fondamental. Le regard du bébé, puis le regard du parent. Alors, après, il y a la voix. Alors, en plus, Lacan insiste sur le fait de dire que le regard et le sexe, c'est très proche. Ça se comprend quand même. Hein. C'est-à-dire que le regard, quand c'est un homme, c'est vrai que quand il se regarde, hein, facilement, il y a quelque chose qui sort de son corps, qui se lève, hein, et que c'est difficile qu'il ne le voit pas. Hein. Bon, donc, l'objet regard, selon Lacan, est un objet qui est particulièrement lié à ce que Freud a appelé le pénis, et Lacan l'a repris comme le phallus. Hein. Bon. Le phallus qu'on adorait déjà dans la Grèce antique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas voir que notre monde adore la tour Eiffel, adore, il n'y a qu'à voir à Paris, hein, on voit bien quand même que tout ce qui est en érection, ça correctement, est adoré. Hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas seulement dans la Grèce antique. Hein. Alors après, évidemment, ça a amené au patriarcat, au machisme, à des choses que les femmes peuvent légitimement vouloir combattre. Quatrième point, quatrième objet, la voix. Lacan a dit, mais quand même, la voix, c'est très important. Hein. Et c'est vrai que la voix, souvent, c'est la voix de papa qui fait la grosse voix. Hein. C'est en effet un objet fondamental. Hein. Mais c'est pas que la voix de papa. Alors Lacan, il prend l'exemple dans la tradition juive du chauffard, mais on peut trouver de la voix dans toutes les traditions religieuses, hein, qui sont toujours ce dont découle la philosophie, c'est comme Michel Onfray réfute, mais c'est quand même un fait que dans le monde entier, des religions découlent souvent quand même des mœurs, une morale. Hein, voilà. Donc voilà, Lacan, il dit qu'il y en a plutôt 4 ou moins, de ces petits objets. Hein. Puis à un moment donné, il dit, ben, je vais l'appeler l'objet de Tita. Parce que finalement, cet objet, ça emprunte au corps, donc tout ce que je vous ai dit, là, les 4 points corporels, mais c'est au-delà de ça. Hein. C'est au-delà de ça, et c'est vrai que c'est pas très agréable pour les amoureux, et quelque part, ils pensent que c'est pas telle personne qui est visée par l'amour, c'est pas tellement ça le désir. Hein. C'est pas, voilà, ce Jean-Jacques Corrode, là, c'est celui-là qui me plaît. Et même lui, c'est pas, ah, cette femme-là, elle est vraiment à mon goût. Ben, on croit que c'est ça. Hein. Mais quelque part, peut-être c'est un bout de mes seins, ou peut-être que moi, c'est sa voix, hein, c'est-à-dire un objet qui n'est pas, en fait, si évident que ça. Et ça casse un petit peu la dimension de l'amour romantique, disons-le. Après, on peut dire aussi que ça, c'est ce qu'on appelle la contingence, en langage sophistiqué, le hasard, hein, le sort, comme on veut, le fatum, tout ce qu'on veut. Le hasard fait qu'on tombe sur quelqu'un. Et après, il se trouve que c'est vrai que la durée, c'est un peu quelque chose qu'on décide. Hein, c'est-à-dire, c'est faire de la contingence une nécessité en jargon lacanien, qui est très compliqué, hein, mais c'est dire, ben voilà, par hasard, je suis tombée sur cette personne-là et je suis tombée amoureux ou amoureuse, et puis je décide en fait hein, que ça va durer. Et donc, c'est sûr que dans la durée, il y a plein d'ennuis, il y a plein de ratages, hein, mais c'est une sorte de décision de faire de ce hasard un truc qu'on juge nécessaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre différence entre Freud et Lacan, mais il y avait une question là-bas à laquelle je n'ai peut-être pas bien répondu. Il y avait une question là, ensuite, si... Merci madame pour votre intervention que j'ai appréciée. Je voulais savoir à une époque où la médecine est basée sur les preuves, quels sont les fondements scientifiques, et s'il y en a, ou est-ce que c'est un autre registre, la psychanalyse? Est-ce que c'est scientifique ou c'est autre chose, ou est-ce qu'il y a des bases? Oui, c'est une énorme discussion qui a tourmenté et Freud et Lacan, hein. Enfin, les autres aussi, mais moi je vous parle de psychanalyse. Hein. Donc Freud était très préoccupé par cette question. Il voulait faire une discipline scientifique. D'ailleurs, Freud il n'était pas psychiatre, hein, il était neurologue, et il faisait des études sur les crevettes, c'est ça? Les langoustines? Non, mais les animaux, enfin, on peut avoir. Sur, L'œil. Hein? L'œil. Non, mais bon.
enfin peu importe, sur des recherches biologiques sur des animaux, hein, et il était très proche de ça. Hein. Et puis donc, il avait vraiment envie d'apporter quelque chose de scientifique. Voilà. Lacan, dans un premier temps, il a aussi eu envie que ce soit une science. Donc, il a essayé beaucoup de démontrer que c'était une science. Et puis, vers la fin, il a dit non, décidément, on ne peut pas dire que c'est une science, justement, parce que c'est pas comme l'evidence-based medicine. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves. Hein. Et aussi, il faut dire la vérité, les psychanalystes sont très réticents à répondre aux enquêtes. Par exemple, récemment, justement, mon successeur a été interrogé par le Journal international de médecine, et c'est vrai que les psychanalystes, en général, ne sont pas chauds, même pas pour faire des études, justement, sur les résultats. Il y en a quelques-uns qui le font. Et c'est très important, c'est vrai. Donc, comme ces résultats ne sont pas faits par les psychanalystes, comme ils ne sont pas tellement d'accord pour faire des recherches qui disent, ben voilà, un tel, tant sur tant de personnes, voilà ce que ça a donné, c'est un peu difficile de répondre. Pourquoi les psychanalystes ne veulent pas le faire? Ça, c'est encore toute une autre histoire. Quelle est la raison? Moi, en tout cas, comme médecin à l'hôpital, j'ai vraiment pas le temps. Pourquoi d'autres psychanalystes ne font pas? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils pensent qu'ils ne veulent pas réduire le sujet humain précisément à ce qui se passe uniquement dans son organisme. Ce qui n'exclut pas qu'il se passe plein de choses dans son organisme, que je vous disais, et au niveau cérébral, et au niveau des zones du cerveau, etc. Mais c'est vrai que la psychanalyse, c'est pas ça exactement son point. Donc à la fin de sa vie, c'est vrai que Lacan disait, la psychanalyse, c'est avant tout une pratique, et il disait même que c'est assez proche de la poésie. Mais c'était un petit peu un truc sophistiqué aussi, parce que c'est poésie au sens où en grec, le mot poién veut dire agir. Donc tout ça est très sophistiqué, mais disons que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, et il y a très peu de recherches qui montrent les résultats d'une psychanalyse. C'est à faire. Donc ça ne peut pas rentrer dans l'évidence-based medicine. Donc moi je pense que ce n'est pas tout à fait une science, dans le sens qu'on ne peut pas le mettre en chiffres facilement. Je pense qu'on pourrait, et je pense même qu'on devrait. Je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait davantage de psychanalystes qui participent à toutes ces enquêtes, justement, qui étudient combien de résultats pour telle méthode, pour telle méthode. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça arrivera. Parce que justement, ça répondrait à votre question. Non, c'est juste une question. Et Jung. Alors là, je vais avoir du mal à vous répondre, parce que je connais très peu Jung. C'est vrai que sur Jung, j'ai certaines mauvaises opinions, parce qu'à un moment, il y a eu des approches un peu avec les nazis, que tout ça, ça m'a un peu découragée. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, parce que j'ai très peu lu Jung, et que c'est des théories. Alors Jung, je ne connais pas bien, mais je trouve que c'est vrai que c'est très, très, très théâtral, avec toutes sortes de trucs proches de la religion. Et j'avoue que c'est vrai que pour moi, ça manque un peu de plans concrets, de plans comme ça. C'est très imaginaire dans notre jargon lacanien. C'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de croyances, enfin, tout ça. Alors là, c'est mon côté proche d'Onfray. C'est un peu trop pour moi. Mais je n'ai pas dit que j'avais raison. Je n'ai rien contre les gens qui se tournent vers les Jungiens. Je trouve qu'il y a certains Jungiens qui sont assez sympathiques dans leur abord des patients. Après, en termes de résultats, mais vous savez, comme je travaille en service public, il faut dire que je suis souvent arrivée en deuxième. C'est-à-dire que j'arrive souvent après l'échec des thérapies variées, mais que ce soit le TCC, la méditation, des psychanalyses jungiennes. J'ai souvent été l'espèce de recours après le ratage des autres. Alors donc, pour ma part, j'ai dû tout rater, et donc après j'ai essayé de faire au mieux. J'ai parfois réussi, là, assez souvent, mais après je suis incapable d'avoir un avis raisonnable sur Jung. Excusez-moi. Je peux juste dire que je ne suis pas fort raisonnable sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du DSM
enfin je sais pas c'est quoi les initiales, mais c'est une classification internationale, pour diagnostiquer un patient. Vous trouvez que il vaut mieux beaucoup s'y référer ou c'est quand même à relativiser beaucoup? Je dois vous avouer qu'ayant été chef de service, c'est une situation privilégiée. J'ai eu très peu à répondre à cette question et à faire cette question. Personnellement, je ne trouve pas que le DSM est une bonne idée. Je trouve que le DSM est une sorte de destruction de la vieille psychiatrie, mais il y a aussi une histoire d'âge. Et donc, personnellement, je ne comprends pas très bien. J'ai beau essayer quand même pour être un peu moderne. Je ne comprends pas très bien, j'ai un peu de mal à saisir. Et je ne vois pas très bien l'intérêt. Et je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Mais comme il y a aussi beaucoup de confusion, y compris dans la psychanalyse, voilà, je ne fais pas partie du stock DSM, des trucs anti-DSM comme ça, parce que je ne crois pas que c'est vraiment tout à fait le sujet essentiel. Personnellement, je dois vous dire que bon, c'est une façon de faire disparaître les vieilles classifications des aliénistes. Il n'y a plus de paranoïaque, il n'y a que des personnalités paranoïaques, il n'y a plus de psychose maniaco-dépressive, il n'y a que de je ne sais pas quoi. Je vous avoue que ça me tombe des mains, pour être honnête avec vous, donc je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour définir ça. Ça m'a été présenté par un collègue de Sainte-Anne, qui maintenant n'est plus là, qui me l'avait présenté comme un instrument de recherche, un outil de recherche internationale. Bon, alors très bien. Que pour faire des enquêtes internationales, ce qui est important, sur des groupes vastes de patients, le DSM serait un bon outil de recherche. Bon, alors, comme moi, je n'ai pas envie de faire de la recherche, diagnostic, je ne sais pas, médecine, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est une échelle internationale, américaine surtout, c'est une manière des Américains de classifier les troubles mentaux. C'est une autre classification que les classifications anciennes. C'est une classification moderne dont la nécessité a été importée comme nécessaire pour faire des études internationales. Voilà. Bon, moi, je trouvais que la psychiatrie à l'ancienne, mais il y a aussi une question d'âge peut-être, je trouve que la psychiatrie à l'ancienne est beaucoup plus ce qu'on rencontre dans la clinique. Mais bon, comme je ne me sers pas beaucoup du DSM, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Et puis c'est vrai que je ne suis pas tellement pour les luttes anti-ceci, anti-cela. Je suis comme ça plutôt pour les luttes pour avoir des budgets, pour soigner. Alors je vous avoue, passer mon temps à me bagarrer avec les gens qui font du DSM. Parmi eux, j'en connais, avec qui j'ai travaillé et écrit des articles que j'ai trouvés pas si mal. Parmi ceux qui sont contre le DSM, il y en a que je ne trouve pas non plus toujours bien. Donc je ne trouve pas que c'est un critère, mais en même temps, oui, c'est vrai, c'est quand même une réduction de la clinique, c'est quand même une façon de réduire un petit peu l'être humain à des petits brins de symptômes comme ça. Et puis, en effet, malheureusement, c'est un peu utile, je crois, quand même, pour fabriquer les médicaments adéquats. Par exemple, prenons les TOC, par exemple. Les TOC, alors, voilà, trouble obsessionnel. Voilà, trouble obsessionnel compulsif. Bon, je trouve que ça n'a ni queue ni tête, pour être franche, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Parce que ça recouvre tellement de choses différentes. Moi, par exemple, j'ai vu un monsieur qui était soigné pour TOC. Lui, son TOC, c'était qu'il voulait aller voir les prostituées pour leur couper un sein. Bon, ok. Il avait un TOC. Ok. Très bien, il était soigné quelque part, je ne dirais pas où. Donc, je l'ai fait venir, et puis je lui ai donné un petit peu de médicaments, et les prostituées ont été moins mangées. C'était un TOC. Moi, je veux bien. Mais alors, le même, alors moi, par exemple, quand je suis un peu angoissée, alors, vous voyez, je ne dois pas être très angoissée. Non, c'est parce que j'ai le micro. Alors, je peux faire comme ça. Oui. Alors, mes patients me disent, mais vous n'auriez pas un TOC, Madame Grand? Je dis, si, c'est un petit TOC, pas de doute. C'est incontestablement. Quand j'étais petite, oui, je jouais à la marelle et j'avais du mal. Il fallait que je passe toujours par les mêmes cases où il y avait des carreaux noirs et blancs. Puis j'avais une façon de marcher dans le couloir comme ça. Bon, c'était un TOC. Mais comme vous voyez qu'entre ce que je vous raconte là, la petite manie de ranger mon bureau, vous voyez, comme ça, puis comme ça, entre ça et puis avoir le TOC d'aller trouver une bonne prostituée pour lui couper le sein, je trouve quand même que envoyer le même numéro, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux pour le risque
qu'encourent certaines personnes font encours. Donc je ne suis pas emballée, par exemple, par le mot TOC. Et puis si, alors j'entre plus un peu dans les détails, TOC, il y a quand même obsessif dedans. Et donc, obsessionnel, c'est une invention de Freud, la névrose obsessionnelle. Alors juste en 2 mots, la névrose obsessionnelle, si c'est vraiment de la névrose obsessionnelle, c'est en plusieurs temps. C'est, ah bon, il faut que j'ai ça dans ma poche, parce que si je ne l'ai pas, alors la femme que j'aime, elle va disparaître. C'est en 3 temps au moins, c'est compliqué. C'est tout un travail comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec, il faut que j'aille voir les putains. C'est vraiment, donc c'est une espèce de confusion entre des troubles très graves, ce qu'on appelle en général psychotiques, et puis des troubles très légers, qui sont ceux que n'importe qui a un brin de névrose obsessionnelle, un brin d'hystérie. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu confus, sincèrement. Mais bon, il y a des gens très bien qui s'en servent quand même. Et pourquoi vous ne les soignez pas alors? Pourquoi chez vous, les TOC, vous ne les soignez pas sur les patients qui en ont? Bien sûr qu'on n'arrête pas de les soigner. Non, vous ne les soignez pas pas où vous êtes, pas dans votre service. On ne soigne pas les TOC? À Sainte-Anne, non. Je vous le dis parce que ma fille, elle a 28 ans, elle en a eu. Il y a 1 mois et demi, on était à Sainte-Anne. Elle est venue, on lui a dit, les TOC, ça ne soigne pas ici, tout ça. Donc j'ai fait appeler un autre médecin, un psychiatre. Est-ce que c'était bien son secteur? Oui, elle a été pour les TOC à Sainte-Anne, on l'avait envoyé. Un psychiatre l'avait envoyé. Mais pas un psychiatre de secteur. Quelle est l'adresse de votre fille? Ma fille, elle habite maintenant, elle est revenue chez moi parce qu'elle a. Non, mais quelle était son adresse à l'époque? Elle était sur Cachan. Mais à Cachan, on ne la soigne pas. Non. Oui, À Sainte-Anne, elle doit aller au CM. Oui, elle va au CMP de ils l'ont Cachan. pas soignée. Donc, elle se retrouve à Bicêtre. Bon. Oui. Ça, c'est pas normal, Oui, mais on a commencé par Sainte-Anne. Sainte-Anne nous a dit, Sainte-Anne, il n'y a pas votre secteur à Sainte-Anne, c'est évident. Oui, donc Cachan, il n'y en a pas, ça ne soigne pas. Quoi? Il y a Paul Guiraud, Il y a le service enfant. les gens qui habitent dans 94. Voilà, donc c'est pas le Non, mais elle était 28, mais bon, c'est Bicêtre. Et Bicêtre, ça soigne les TOC avec des médicaments. Bon, voilà. Système. Encore une fois, comme je viens de dire ce que je pense des TOC, vous voyez, je ne vais pas vous demander de parler en détail de votre fille. Je ne sais pas ce qu'elle a. Quand vous me dites qu'elle a des TOC, je ne sais pas ce que c'est. Alors je ne vais pas vous demander de m'exposer les soucis de votre fille. On a l'impression qu'en France, on ne soigne pas les TOC. On ne sait pas les soigner. Parce que c'est vous qui en parlez, sinon on n'en aurait même pas parlé. Mais j'ai pas l'impression de parler en Chine, ils savent pas trop. Mais en France, on n'est même pas foutu de ça. En Chine, au contraire, ils soignent beaucoup les TOC. Oui, et il y a d'autres choses qui ne soignent pas. Donc, voilà. Est-ce que... Non, mais c'est pas... Là, je crois qu'on se comprend mal. Non, c'est une question de nom, c'est pas une question de chose. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous appelez TOC. Chez vous, les TOC, c'est pas une dépression. Donc chez vous, enfin Sainte-Anne, on lui a répondu que c'est les TOC, c'est pas de la dépression, c'est encore... Chez vous, moi, vous savez, je suis une petite partie de Sainte-Anne. À Sainte-Anne, on lui a dit quoi? On lui a dit que bon, c'est pas une dépression, donc, parce qu'elle voulait même se faire interner, on lui a dit non, c'est pas une dépression, c'est des TOC. Mais dans un service spécialisé. Oui, à Sainte-Anne, ils vous réunissent. Mais à Sainte-Anne, il y a beaucoup de lieux. Ils se réunissent une fois tous les lundis pour savoir s'ils peuvent prendre des gens. Bon. C'est peut-être la CMME dont vous parlez? Non, je parle à Sainte-Anne, je parle bien. Et Sainte-Anne, il y a service, justement. Il y a 8 services. Oui, on a été aiguillés chez le bon professeur, qui est à Sainte-Anne, mais bon. Donc c'est l'un des deux, voilà. C'est l'un des deux services universitaires. Voilà, donc ça probablement ce qu'on appelle la CMME. Ça n'a pas donné. Probablement. Et ils n'ont pas voulu la soigner, c'est ça? Oui, ils ont dit c'est pas la dépression, déjà on ne peut pas vous garder. Et puis ils n'ont pas voulu, donc ils l'ont dit aller sur Cachan. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé sur son secteur. C'est pour ça que je dis oui, le secteur. secteur. Il y a pas de secteur qui soigne à Cachan, justement. Il y a la CMP. Mais qui ne veulent pas soigner. Donc, c'est pas le Guiraud. Donc il y a un secteur partout. Oui, mais ça ne sonne pas. Donc on a fini par, on est sur Bicêtre. Bon, écoutez, l'essentiel c'est qu'il y a quelque part, mais en principe le secteur est fait que, en fonction de votre adresse, il y a toujours le secteur correspondant à Cachan, c'est Paul Guiraud. Oui, donc logiquement, elle aurait dû être hospitalisée. Elle a été donc au secteur de Cachan, qui aurait pu lui dire Paul Guiraud, mais qui lui a pas dit Paul Guiraud. Bon, alors c'est tout simple.
Après, bon, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on soigne moins bien. Bon, enfin, je crois que c'est pas exactement ça. Bon, il y a des choses Je suis désolée, mais il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas partout, Voilà. ça c'est sûr. Ça, Vous avez parlé de peuple. c'est absolument évident, hein. Bien sûr qu'il y a partout des... Je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais quoi qu'elle ait, ça ne change rien. Quoi qu'elle ait, elle aurait dû être soignée. Voilà. Alors peut-être que si c'était une consultation spéciale TOC, ils ont jugé que ce n'était pas des vrais TOC à leur façon. Hein. Bon. Après, la question, c'est sa souffrance, c'est qu'elle soit soignée quelque part. TOC ou pas TOC. Et le secteur, en principe, c'était fait pour ça. Bonsoir madame. Moi j'aurais envie de vous poser une foule de questions. Bon, je vais essayer de choisir quand même. Je vais commencer par une petite légende qu'on raconte beaucoup sur Lacan. Il semblerait qu'un jour un confrère lui a dit le patient que tu suivais s'est suicidé. Et Lacan aurait répondu oui, je sais, mais il est mort guéri. Est-ce que cette légende est vraie? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Parce que selon ce qu'on nous a appris de la psychanalyse, son objectif n'est pas de soigner. Rassurant. Pardon, mais la personne qui vous a appris ça s'est trompée. Hein. C'est justement la psychanalyse, d'ailleurs ça s'appelle une cure. Micro. Vous savez comme moi, je termine ma question. Je termine. Voilà, les personnes qui vous ont dit ça, je ne suis pas de même avis. La psychanalyse, c'est une cure. Et une cure, c'est fait pour soigner. Et le but thérapeutique... Peut-être pas pour guérir quelqu'un. Je termine ma question. Je termine ma question. Je termine ma question, madame. Et puis juste la deuxième question. Alors attendez, que Lacan aurait dit mon patient est mort guéri. Écoutez, je ne sais pas qui raconte ça, il y a beaucoup d'ordures racontées sur Lacan. Ça m'étonnerait beaucoup, hein, parce que Lacan était un vrai médecin. Hein. Il était affolé par le suicide, et malheureusement, il y a eu un suicide, hein, qui était d'ailleurs un amoureux de sa fille, qui a arrêté son âge chez lui, qui s'est suicidé. Et Lacan a fait le tour de tout Paris, désespéré, en se tapant... Donc je ne peux pas croire ça. Enfin, ça ne ressemble pas du tout au Lacan que j'ai connu. Donc ça me paraît plutôt une malveillance, ça. Enfin, je ne sais pas d'où ça sort. C'est des psychanalystes d'une école lacanienne qui m'ont raconté. Des psychanalystes d'une école lacanienne? D'une école lacanienne qui vous ont dit ça? Il y a plusieurs branches dans le... Oui, non, pas de raison quand même. D'où est-ce qu'il venait ça? Vous ne pouvez pas dire quelle branche? La cause freudienne qui raconte ça? C'est pas officiellement... On ne va pas discuter sur les rumeurs. C'est grave, non, c'est très grave, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est très grave. Bon, parce que d'une part, la psychanalyse est une thérapeutique, donc Freud ne cesse de le dire. Lacan a cessé de le dire, et une fois il a dit une phrase qui a été... avec des conséquences très graves, dont celle que vous dites, c'est-à-dire qu'il a dit « la guérison vient par surcroît ». Et cette phrase « la guérison vient par surcroît » a donné un désastre. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru que ça voulait dire « la guérison, je m'en fous ». Or, si vous aviez connu Lacan, vous sauriez à quel point c'était un médecin de l'ancienne, hein, capable de faire des trucs, enfin même atypiques, hein, de téléphoner un dimanche, ça va, ou bien, ah ben je suis en vacances à tel endroit en province, mais vous n'hésitez pas à m'appeler. Enfin, sans arrêt, Lacan faisait plutôt des choses pas très correctes, si on prend le typique de la psychanalyse. Hein. Mais justement, il pouvait faire des choses atypiques quand, par exemple, il considérait qu'il y avait un danger. Hein. Donc il pouvait sortir un peu de la fameuse neutralité bienveillante au point de faire venir même quelqu'un à sa maison de campagne. Donc les gens croient que venir à sa maison de campagne, c'était pour faire du pognon. Mais vous savez, quand vous travaillez toute la journée, le dimanche à la maison de campagne, vous n'avez pas spécialement envie de faire des séances. Hein. Par exemple, moi je passe beaucoup de temps, mon mari peut vous le dire et ça l'énerve, à des coups de fil avec des patients qui vont très mal le dimanche dans la maison de campagne. C'est gratuit d'ailleurs, parce que c'est des patients de service public. Et donc, je ne peux pas croire à un moment que Lacan a dit ça.
Donc c'est dommage que vous n'osez pas dire le nom, parce qu'il faut que la personne assume si elle raconte ça. Hein. Il n'y a que quand on dit des choses comme ça, il faut être capable de signer. Hein. C'est trop grave. Hein. C'est trop grave. Donc vous demanderez à cette personne de m'envoyer un petit mot. Hein. Hein, pour que je vois. Comme ça, je pourrais lui demander d'où elle tient ça. Hein, et je serais comme ça, je pourrais vous répondre. Hein. Hein, comme ça, je saurais, parce que raconter ça, c'est quand même pas drôle. Quoi, hein. Donc la personne qui raconte ça, c'est quelqu'un qui a été très proche de Lacan en live. Écoutez, les conditions, j'avais entendu ça il y a longtemps. Et puis un jour, je participais à un colloque organisé par, je ne suis plus tout à fait sûr que ce soit la cause freudienne, c'est, je ne sais pas, une des écoles, et c'était un colloque qui s'était tenu à Sainte-Anne, et c'était essentiellement des psychanalystes et des philosophes. Et à table, j'avais dit, tenez, il y a une légende comme ça, est-ce que c'est vrai? Et les gens m'ont dit, hélas, oui. Et ils m'ont donné la signification suivante, ça veut dire simplement qu'avec cet acte de suicide, il s'est affirmé comme sujet. Bon, ben écoutez, moi je vous raconte une situation, et puis... Si vous connaissez le nom de ces personnes... Non, je ne me souviens pas très bien du nom, je vous assure, c'était un colloque... Quand on dit des choses aussi graves, il faut signer. Hein. Probablement. Je passe à ma deuxième question, si vous le permettez, très rapidement. La sexualité féminine est nommée par Freud comme le continent noir. Hein. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que Lacan a une différence sur cette question avec Freud, ou est-ce que ça continue dans cette obscurité? D'après moi, il y a deux domaines dans lesquels Lacan aurait un peu avancé par rapport à Freud. Hein. L'un, c'est la psychose, et l'autre, justement, c'est les femmes. Hein. Donc, en tout cas, il a essayé. Hein. Donc, comme je le redis, Freud étant neurologue et pas psychiatre, le dit lui-même. Hein. Il a vu très peu de patients des asiles. Et d'ailleurs, ça ne lui plaisait pas. On a le droit de ne pas aimer la psychiatrie. Hein. Il n'aimait pas ça. C'était pas son truc. Hein. Donc, il écrit même des phrases terribles. Enfin, vous ne m'interrogez pas, parce que c'est lié, en fait, la psychose et la sexualité féminine. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à une question sans parler de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Lacan, il a avancé sur ces deux choses, parce que, vous voyez, dans les deux cas, c'est pas tellement la logique dite phallique, hein, dans un cas comme dans l'autre. Hein. Et c'est pour ça que, quelque part, il reprend cette phrase abominable qu'on disait un peu partout, les femmes sont folles. Hein. C'est une banalité partout de dire les femmes sont folles. Hein. Dans le monde entier, on dit les femmes sont folles. Hein. Et donc, Lacan l'a repris en ajoutant, mais pas folle du tout. Hein. Donc, c'est pour dire qu'entre psychose et femme, entre folie et féminité, il y a un petit point commun. Hein. Et le point commun, il est assez simple. Hein. Quand vous faites l'amour, c'est pas compliqué. Hein. En général, un homme, quand même, il récupère assez vite. Hein. Il part pas trop dans les nuages. Hein. Il tombe pas dans les pommes. Il n'est pas pâmé. Hein. C'est simple. Je pense que vous avez fait votre vie, vous voyez de quoi je parle. C'est vrai quand même qu'en général, les hommes sont un petit peu moins touchés. Les femmes, ou bien c'est rien du tout, ou bien c'est la pamoison. Hein. Alors, voilà. Hein. Avec un homme, j'entends. Après, elles ont tout à fait le droit avec Lacan. Par exemple, la grosse différence entre Lacan et Freud, c'est la jouissance clitoridienne. Ça, c'est une avancée considérable. Hein. C'est-à-dire, pour Freud, une femme qui avait du plaisir clitoridien, c'était une femme garçonnière, enfin, on ne disait pas garçonnière, c'était une femme virile. Hein. Et donc, c'était presque un péché, quoi. Hein. Mais c'était son époque aussi. Hein. La jouissance clitoridienne, la masturbation, c'était une cata. Hein. C'était dégueulasse, c'était abominable, quoi. Il fallait, pour devenir une bonne maman, il fallait surtout pas de jouissance clitoridienne. Et certaines de ses élèves femmes ont repris ça. Par exemple, à qui je pense hein? Marie Bonaparte. Marie Bonaparte. Non? Oui, d'ailleurs, Marie Bonaparte, la pauvre, elle s'est fait opérer le clitoris au moins 3 fois pour être sûre pas de clitoridienne, c'est vous dire. Ça, c'est un peu tragique, quand même. Voilà, Freud, quand même, fait des conneries de ce genre. Ah oui, c'est vrai. C'est la vérité. Hein. Après, il y a des femmes qui ont... Je parle du temps de Freud, après on viendra d'accord. Il y a des femmes qui ont été vraiment très tourmentées hein, par le fait qu'éventuellement, mais ça, bon, pour les jeunes, ça doit être incompréhensible. Il fut une époque où la femme dite clitoridienne, c'était un drame, c'était très mal, c'était un péché. Au
Au fond, c'était un péché, c'est les restes de la religion. Alors, qu'est-ce que Lacan a avancé sur la sexualité féminine? D'une part, il a quand même essayé d'arrêter cette histoire de pas clitoridienne. Ça, c'est quand même important. Donc, du coup, il a quand même expliqué que les femmes, voilà, elles avaient plusieurs sortes de jouissances. Donc, la clitoridienne, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la virile. Voilà. Vous savez, toutes les études américaines nous montrent que le clitoris, c'est encore plus, il a plus de nerfs que le pénis, c'est plus petit, mais c'est plus sensible, etc., etc. Toutes les études anatomiques le montrent. Donc, Lacan, il a essayé de dire, écoutez, ça va, c'est pas parce que vous avez de la jouissance clitoridienne que vous êtes la dernière des ordures et vous ne pouvez pas vous marier et avoir des enfants. Ça, c'est déjà un point important. Mais ça, c'était un peu parce qu'il était à l'époque du féminisme. Donc, il répondait aussi à des critiques des féministes. Ça compte, vous savez, dans le travail intellectuel. C'est pour ça que c'est bien les critiques. C'est dommage que le monsieur soit parti. Parce que les critiques, c'est une chose qui vous aide à avancer. Si on ne vous critique pas, pourquoi vous ne resteriez pas tranquille sur votre idée? C'est dommage. Alors, la deuxième question, c'est que Lacan, alors, il a beaucoup mis en avant un deuxième point, c'est que la jouissance féminine est autre que la jouissance virile. C'est pas très compliqué. Les femmes peuvent avoir la jouissance virile, clitoridienne, et une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autre? Alors voilà, cette autre, le problème, c'est que les femmes n'en parlent pas beaucoup, même pas les élèves de Freud. Donc, c'est vrai que c'est celle qui est un peu extatique. Là, je ne peux pas vous faire un dessin davantage. Après, si vous ne l'avez jamais rencontré, monsieur, ne vous en prenez qu'à vous. Donc, ça, je n'y peux rien. Alors voilà, il y a des hommes qui ne l'ont jamais rencontré. Il y a des femmes qui sont en extase, qui sont un petit peu dans le nuage, qui sont un peu comme en perte de conscience. Et ça dure plus ou moins. Et ça, Freud n'avait pas trop vu. Mais après, on peut dire que Freud était un monogame. Même Lacan est assez méchant pour le critiquer, en disant que Freud était même un peu trop monogame, parce que Lacan c'était un grand coureur, un vrai salaud coureur. Donc, de ce côté-là, il se moquait du côté uxorieux de Freud. Uxorieux, enfin voilà, ça veut dire celui qui aime l'épouse. Uxor, c'est l'épouse en latin. Donc Freud, c'était un uxorieux, c'était un très brave homme de ce côté-là. Moi, je trouve ça charmant. Mais enfin voilà, il aimait beaucoup sa femme. Sa femme, elle ne devait pas être très sexy. Donc Freud, je crois qu'il n'a pas bien avancé sur la jouissance féminine. Mais bon, c'est comme ça, c'était un homme, un bon mari. Et un père de famille, en tout cas, peut-être pas complètement bon, puisque sont devenus sa fille, mais enfin quand même. Bon. Donc après, Lacan, lui, c'était plutôt, il faut bien le dire, un coureur. Donc je pense qu'il avait plus d'expérience que Freud, concrètement, parce que quand même, il a dit quand même, quoi qu'on en dise, vous voyez, vous me filmez en disant ça. Bon, quand même, ça compte. Quand même, ça compte, quoi qu'on en dise. Bon, c'est vrai, je pense que Lacan avait plus d'expérience là-dessus, et je peux dire qu'il a vu plus de femmes pâmées que Freud dans sa vie, donc il a appelé ça jouissance autre, en disant pourquoi les femmes n'en parlent pas. Ben, il y a deux hypothèses. Ou bien parce que c'est défendu, parce que la culture patriarcale fait que c'est très mal de parler de ça, et que vous demandez ça à une femme, c'est quand même osé que je parle de ça. Donc vous voyez, je pourrais essayer, comme suppose que j'étais ce monsieur bien à tort, comment il a dit que je m'esquive, pas du tout, je m'esquive devant pas grand-chose. Pas plus la jouissance féminine que Michel Onfray. Enfin, bon. Je pourrais esquiver, mais je n'ai pas envie d'esquiver parce que c'est fondamental. Jouissance haute, ça veut dire, ben voilà, elle est pas, on ne peut pas dire, c'est comme la jouissance phallique, qu'elle soit pénis ou clitoris. Elle a quelque chose de zarbi, disons-le, elle a quelque chose de bizarre, et surtout, les femmes n'en parlent pas. Donc, je reviens sur le thème. Soit elles n'en parlent pas parce que c'est mal vu. Enfin, maintenant, c'est plus vrai. Ça, c'était vrai encore du temps, peut-être de Lacan, comme déjà en 70, c'était moins vrai. Mais du temps de Freud, vous imaginez une femme qui racontait ses orgasmes, jamais de la vie. Bon. Donc, est-ce que les femmes n'en parlaient pas juste parce qu'en parler, c'était une sale femme, on ne peut pas dire d'autres mots plus graves, ou l'hypothèse de Lacan, qu'on peut discuter, c'est qu'elle se dit pas facilement. Et alors après, il y a eu des confusions qui se sont entretenues, parce que Lacan a pris comme exemple des mystiques, d'où par exemple Thérèse d'Avila, en train d'être pâmée devant Dieu. Vous savez, les femmes en Amérique, par exemple, pour parler de l'Amérique, elles disent « Oh my God », c'est-à-dire pendant qu'elles jouissent, c'est marrant, mais les femmes,
presque partout dans le monde, hein, elles disent « Oh my God hein, », pour le dire dans une autre langue, c'est moins délicat pour moi. La langue étrangère permet de dire des choses qu'on ne dit pas dans sa propre langue, surtout en public. Hein. Enfin, les Américaines continuent à dire « Oh my God », c'est bizarre. Hein. Et ça, en général, c'est pas la jouissance clitoridienne. Alors pourquoi? Lacan, il a dit justement, parce que ça se dit pas. Et alors, d'où le côté mystique. Parce que mystique, si on prend l'étymologie, c'est simplement ce qui est mystérieux, et ce qui est mystérieux, c'est ce qui ne peut pas se dire. C'est pour ça que vous me posez une question difficile, mais à laquelle j'essaye quand même de répondre dans certaines limites, c'est que vous me demandez de vous dire ce qui justement ne peut pas se dire. Hein. C'est du moins, c'est la thèse lacanienne. Hein. J'aurais voulu que vous insistiez un peu plus sur le côté continent noir. Pourquoi mais le continent noir, c'était pour Freud. Hein. C'était son problème. Hein. Je vous dis que pour Freud, c'était un continent noir, je vous l'ai dit. Pour Freud, c'était un mystère, la sexualité féminine. Je crois qu'il avait une fiancée charmante, je n'ai pas l'impression qu'il ait eu une vie sexuelle intense. Donc, c'est resté pour lui un continent noir, quelque chose dont il ne savait rien. Bon, pourquoi pas. Donc, il l'a appelé comme ça. Ça parle de lui beaucoup, je trouve. Hein. Mais enfin, on peut dire aussi que le côté mystique de la jouissance féminine, ça parle de Lacan. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on produit comme concept, hein, ça parle quand même un peu de chacun. Hein. Parce que si on croit Lacan, il y a quelques hommes qui ont accès à ça. Hein. Par exemple, il cite Saint-Jean-de-la-Croix. Hein. Bon. Mystère. Juste un mot, la poésie mystique arabe. Ouais. Elle est assez bonne sur ce sujet, si je peux me permettre. Hein. Je la connais. Hein. Donc, je n'osais pas le dire non plus, mais puisque vous le dites, c'est très bien de le dire. Hein. Si on parle de la mystique soufie, par exemple, hein, c'est une évidence, n'est-ce pas, hein, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Et en particulier sur ce sujet. Hein. Peut-être une dernière question. Moi, je voulais vous parler de la maltraitance psychiatrique. Parce que je ne sais pas si vous avez lu un article de Télérama il y a 2-3 mois qui retraçait des témoignages sur des femmes qui s'étaient retrouvées à Sainte-Anne et des témoignages absolument ahurissants qui, moi, m'ont rappelé ce que j'ai vécu avec une de mes parentes, ma tante, qui m'a servi de mère, et que j'ai suivie au long de ses 13 tentatives de suicide. Elle avait une psychose maniaco-dépressive et elle a été internée à plusieurs reprises. Pour sa dernière tentative, je l'ai emmenée de force à Sainte-Anne, parce que je ne savais plus, elle était déjà passée à la Pitié-Salpêtrière, à Villejuif, enfin bon, partout. Et elle ne s'en sortait pas, donc je l'ai emmenée à Sainte-Anne de force parce que sinon elle se tuait dans la nuit. Ça n'a pas été facile, elle a accepté, j'ai réussi à l'emmener, on l'a pris en charge d'une manière absolument hallucinante. Elle a été, on lui a fait une piqûre, on m'a demandé de signer, une internement d'office. Et en fait, ils l'ont évidemment pas gardée puisqu'elle habitait Gentilly, donc c'était pas son secteur. Et elle a été transférée et internée à Villejuif dans un secteur complètement fermé. Où ils lui ont mis une camisole chimique. Les témoignages des femmes dans le Télérama sont absolument hallucinantes aussi, parce qu'une d'entre elles me fait énormément penser à moi d'ailleurs, est atteinte de phobie et de peur panique. Et c'est lors d'une crise de peur panique dans un lieu public qu'elle a été emmenée d'office également à Sainte-Anne, et où là, elle a été mise sous contention, dans des conditions de folie extrême. Enfin, c'était terrifiant, quoi, son témoignage. Et moi, j'ai eu la phobie de me retrouver un jour dans un hôpital psychiatrique de ce genre. Je voulais savoir si vous pensiez que l'hôpital psychiatrique traite toujours les maladies de ce genre comme ça,
notamment et à Sainte-Anne, ou ailleurs d'ailleurs. Et je vous remercie en tout cas de la défense du service public que vous faites. C'est absolument nécessaire aujourd'hui, alors qu'on fait tout pour supprimer le service public et le détruire. Et notamment le service public pour les maladies psychiatriques est absolument vital et nécessaire. Oui, je suis contente, madame, que vous partagez mon point de vue là-dessus. C'est tellement fondamental. Enfin, c'est une des choses bien de notre pays, donc c'est très grave, quoi. Mais cela dit, oui, malheureusement, la psychiatrie, c'est ça qui est désespérant. C'est que, si vous voulez, on avait, il me semble, un peu réussi dans les années 70, encore 80 peut-être, hein, à quand même faire une psychiatrie assez douce, assez lieu de l'autre, assez quand même, moi je sais pas, on faisait des tas de trucs, par exemple. Moi, chaque Noël, j'étais à table avec mes patients et les infirmières et les collègues et jusqu'à un soir de Noël, je suis encore venue, c'était pas très sympa pour mon gosse d'ailleurs. Je faisais pareil pour le Nouvel An parce que je trouvais trop triste de voir arriver la nouvelle année hospitalisée à Sainte-Anne. Et donc je restais jusqu'à minuit 5. Hein. Et la dernière année, je suis arrivée dans mon propre service. Hein, et là, je faisais venir chaque fois un orchestre. Alors pour le Nouvel An, hein, souvent du jazz ou du rock. Et puis, comme je soignais pas mal d'artistes, c'était fastoche parce qu'ils venaient souvent gratos. Et donc il y avait toujours un petit concert ou de rock ou de musique classique. Bon. Et un jour, j'arrive, c'était je crois ma dernière année comme chef de service. Et là, j'avais fait venir un petit orchestre, hein, c'était pas une ou deux personnes. Et je vois les malades qui tombaient du nez. Hein. Il était 22h, ou même pas, 21h30. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, on leur a donné leur traitement. Je dis, pardon, je cherche un orchestre pour qu'il soit là. Donc, comme l'être humain, c'est pas mal d'être là à minuit 5 quoi, pour la nouvelle année. Hein. Et ben, non, ils avaient été, on leur avait donné les médicaments. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. J'ai trouvé ça terrible. Hein. J'ai trouvé que c'était comme si ce que j'avais fait toute ma vie était quasiment démoli. Hein. Donc, c'est une triste réalité. Hein. Et la contention, par exemple, hein, j'ai connu la contention peut-être il y a 10 ans. Hein. Comme je suis à Sainte-Anne depuis 1972, c'est vous dire. Donc, c'est vrai que pour la première fois de ma vie, j'ai eu un patient attaché il y a 10 ans. Donc, je suis restée 4 ans après ça, disons. Hein. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai préféré aussi faire l'institut de psychanalyse. Parce que c'est vrai que là, que je le veuille ou non, les médicaments étaient donnés à 20h. Parce que voilà, c'était 20h dans des médocs. Hein. Et donc, c'est vrai que ça a été terrible, parce que j'étais là, seule, avec sans doute mon mari et des amis et tout, à écouter l'orchestre, 3 malades qui n'avaient peut-être pas pris leur médoc, ou qui avaient refusé, ou qui avaient des médocs très légers. Et j'ai trouvé ça abominable. Et puis après, quand je me suis assise, il y avait les infirmières qui restaient debout à surveiller. Il y a eu une évolution dramatique. À Sainte-Anne, c'est la direction qui a décidé de faire des choses de contention, qui n'existaient absolument pas dans mon service. Et avec la possibilité que les infirmières aient le droit de le décider. Hein, et que le médecin doit être consulté 1 heure après. Hein, mais elles ont le droit de décider. Donc, pour moi, je trouve ça très violent. Hein. Et quand un médecin arrive, la première fois quand c'est arrivé, j'ai été assez ravagée, je dois le dire. Et donc, je suis arrivée et on m'a dit, ben voilà, c'est parce que... je sais pas, il a mal parlé, enfin, il n'avait pas vraiment menacé avec un couteau, vous voyez, c'était pas une violence vitale. Hein. Et donc, on l'a attaché. Alors, je me suis approchée du malade, j'ai parlé avec lui, et j'ai trouvé que, quand même, il n'était pas dangereux. Hein, que, bon, peut-être qu'il avait été très nerveux, très paranoïaque, insultant, tout ce qu'on veut, mais pas dans une violence à risque vital. Et j'ai donc fait détacher le malade. Hein. Et donc, vous savez ce que ça a donné? Ça a donné, ah mais vous, Madame Gorob, vous me faites détacher, donc vous ne me prenez pas pour un grand fou dangereux qu'il faut attacher. Mais alors pourquoi ils l'ont fait 1 heure avant? Et donc,
Il était au bord d'aller casser la gueule, cette fois-ci, de l'équipe. Hein. Donc, c'est là que j'ai réalisé qu'à partir du moment où ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, c'est des trucs qui vont partout, qui sont décidés par les directions, ça a un nom, c'est comme ça et pas autrement. Directive. Non, oui, c'est des directives, mais ça a un nom plus chic. Protocole, merci. Des protocoles, d'ailleurs, c'est amusant le nom protocole. Hein. Quand vous voyez qu'on nous bourre la tête de protocole, ça fait rigoler, quoi. Parce qu'avant, le protocole, c'était dans la cour de roi. Maintenant, les protocoles, c'est partout. Hein, dans les hôpitaux, dans les entreprises, le protocole. Personne ne rigole. Hein. Moi, c'est vrai que je suis un peu folle lacanienne. Ça m'épate que personne ne rigole sur le mot protocole. Personne ne rigole sur le mot protocole. Bon, c'est comme ça. On rigole ou on proteste. Bon, donc le protocole d'enfermement du malade avec attachement, hein, bah, une fois qu'il est mis, le médecin ne peut plus faire grand-chose. Et vous verrez rarement un médecin qui arrive et qui dit « Madame, monsieur, on va vous attacher ». Très rarement. Donc une fois que ça s'est passé, j'ai dit « Je ne pourrai plus jamais faire détacher un patient, en tout cas pas le jour même, parce que c'est comme montrer que je n'étais pas d'accord avec la décision prise une heure avant ». Ben, nous sommes dans une époque de protocole, en psychiatrie ou ailleurs, hein, et je trouve ça très négatif, pour être sincère. Hein. Je pense que la responsabilité individuelle, personnelle, c'est beaucoup mieux que le protocole. Mais l'époque est comme ça, et j'ai aucun pouvoir pour faire changer ça. Mais j'ai l'impression que je ne réponds pas à toutes vos questions. Si, je voulais savoir si c'est... Apparemment, ça existe toujours. Quoi? Ces mauvais traitements. Bah, oui, il n'y a qu'à voir le film. Vous avez un film sur Sainte-Anne. Vous avez un film qui s'appelle Urgence, je vous conseille de le voir. C'est pas mon service, je vous le dis tout de suite. Hein. Un service où vous avez d'abord le nom des malades. De toute façon, de pardon, c'est pareil. Hein. Leur nom, leur gueule, vous les reconnaissez, hein, de toute façon. Hein. C'est un cinéaste qui a pris ça, en étant dans un service mais un peu en douce, un peu faucheton sur les bords, mais le médecin-chef s'est pas méfié. Mais pas de chance, il a filmé des trucs bien, un peu salaud pour ceux qui l'ont accueilli, mais et vous voyez des choses, regardez-le, Urgence, c'est abominable. Vous voyez le docteur qui arrive avec son petit truc, il est en retraite maintenant, ça y est, il ne travaille plus, viré, quoi, pas consultant, rien, heureusement. Vous voyez le mec avec son beau manteau, la bleu marine, qui arrive, 2 minutes, alors ça va, vous avez bien dormi, c'est bon. Et puis après, vous voyez les infirmiers hein, qui disent « Ah bon, bah t'es attaché, hein, là c'est la 3e fois. Hein. D'habitude, 2 fois ça suffit. Hein. Comment ça se fait que toi, hein, tu n'as toujours pas compris, bah, tu vas voir t'attacher. » Et puis on voit, pardonnez-moi, ses fesses, pour le dire poliment, son ventre, je ne me souviens plus bien, la picouse, hein, et tout ça. Et bon, ça a donné quand même que ce médecin, dont je n'ai pas envie de dire le nom, a été 3 mois suspendu du Conseil de l'Ordre, hein, quand même, heureusement, tout de même. Hein. Mais bon, c'est la preuve même que ça existe. Hein. Et que si, c'est vrai que si on n'est pas un peu dingue et un peu présent, y compris le soir de Noël et le 31, tout peut arriver. Voilà, c'est une réalité. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et est-ce que vous voyez le ministre de la Santé? Est-ce qu'il y a des organisations, des syndicats, de la psychiatrie Bon, bien sûr, sans arrêt tout ça. Personnellement, j'ai rencontré tous les ministres de la Santé sans exception. Non, ça ne marche pas très bien en général. Ils ne sont pas très chauds pour la psychiatrie. Hein. Non, ça dépend, ça marche. Vous savez, en France, c'est une république bananière. Ça marche un petit peu quand on a du piston, donc après, il faut se démerder pour en avoir. Hein. Donc ça marche un petit peu. Mais grosso modo, je ne crois pas quand même que la psychiatrie soit le souci numéro 1 des ministres de la Santé. C'est dommage. Donc ils les ai tous rencontrés. Mais ça varie, hein, ça varie d'un ministre à l'autre, c'est même pas forcément droite ou gauche. Ah, j'ai pas vu Agnès Buzyn. C'est une femme en ce moment. Oui, c'est une femme. Vous la connaissez? Je la connais pas personnellement, mais je connais des gens qui la connaissent. Non, mais les malades mentaux, c'est pas rentable, alors on s'en fout. Oui, c'est très vrai. C'est pas rentable. Non seulement c'est très juste, et c'est malheureusement affreusement vrai. Hein. C'est même pourquoi, d'ailleurs, de plus en plus, enfin, l'idée du suicide, c'est impeccable, le suicide, quoi, c'est très très bien, quoi, c'est la liberté, c'est top, quoi. Hein. D'ailleurs, en Suisse, il y a des accompagnements au suicide. Hein. Et en effet, vu le prix que coûtent les malades mentaux, parce qu'à Sainte-Anne, c'était plus de 1 000 € la nuit, hein, c'est quand même très très bien de les accompagner au suicide, c'est top, quoi, ça coûte beaucoup moins cher, hein, c'est sûr. Hein. Donc, c'est des décisions qui sont toujours dans la tête de ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient. Hein.
C'est vrai que les malades mentaux, ça dépend lesquels, hein, mais les malades mentaux graves ne guérissent pas tous au point d'être prêts à travailler. Hein, donc il leur faut l'allocation adulte handicapé, la chambre à l'hôpital, voire les cliniques, etc., etc., l'hôpital de jour, ce qui coûte cher en médecin, en infirmière, en psychologue. Hein. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet très facile, parce qu'en effet, le prix que ça coûte par rapport aux bénéfices est pas attractif pour les divers gouvernements. Hein. En revanche, je trouve que c'est quand même en réalité une erreur de la part de tous les gouvernements, parce qu'en réalité, par exemple, un jeune gosse ado, qui n'est pas bien dans sa peau, comme tout le monde, quand on n'est pas bien dans sa peau, on cherche un maître. Hein. Évidemment, quand on cherche un maître, qu'on trouve Le Pen ou qu'on trouve le djihad avec un tel, c'est pareil. Hein. Ça veut juste dire qu'on est mal dans sa peau et qu'on cherche un maître. Et si personne ne répond à votre souffrance, eh ben, ouais, vous allez chercher un maître comme ci ou comme ça. Hein. Et donc, personnellement, je trouve qu'en effet, les ministres de la Santé auraient bien raison, hein, de se faire très attention aux soins, en particulier pour les jeunes. D'ailleurs, il y avait eu quand même une petite loi pour augmenter un petit peu dans les services de psychiatrie infantile le nombre de psychologues pour les enfants et adolescents. Ça a quand même été fait. À mon goût, ça manquait de psychiatre, mais parce que je suis médecin et que je pense quand même que quand il y a du vital, c'est vrai que je trouve quand même que parfois un médecin est mieux préparé. Mais enfin, il y avait en tout cas déjà psychologue, assistant social, médecin, pas psychiatre forcément. Je trouve que c'est un peu dommage parce que la psychiatrie, c'est un sujet très difficile. Très franchement, contrairement à ce qu'on croit, un diagnostic psychiatrique, c'est un peu plus difficile que de savoir si c'est une hépatite ou une cirrhose. Hein. Et ça nécessite beaucoup de formation. Dans les secteurs infanto-juvéniles, il y a quand même des psychiatres. Hein. Les secteurs infanto-juvéniles. Non, bien sûr qu'il y a des psychiatres, mais dans la loi qui a été votée, avec du supplément, il n'y avait pas le mot psychiatre. Enfin, vous pouvez la regarder, c'est vérifiable n'importe où sur Internet. Médecin, psychologue, assistant social. Je veux dire, c'est quand même de la psychiatrie de prévention pour les jeunes, pour les enfants à partir de... Oui, c'est ce que pensent en général les gens. Je ne suis pas de cet avis. On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, j'y ai travaillé longtemps et je peux vous dire c'est quand même de la prévention. Oui, c'est de la prévention, mais c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas dedans le mot psychiatre, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, sait que ce jeune homme, il est en train d'avancer vers une psychose et que quand même, des fois, un petit médicament, ce serait quand même mieux que d'aller... comme le fils de ce grand écrivain qui est parti un peu côté facho, franchement un petit neuroleptique, pour dire le vieux mot, un petit antipsychotique, c'était beaucoup mieux. Hein. Et ça, c'est pas un psychologue qui peut le prescrire. Hein. Voilà, c'est tout. Et c'est pas non plus un médecin généraliste, parce que c'est vraiment sophistiqué comme spécialité, je vous assure. Hein. On appelle tout dépression maintenant. Non, tout n'est pas dépression. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est comme de confondre un cancer du poumon avec une bronchite. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, il y aura toujours des mauvais médecins, des mauvais psychiatres, des mauvais psychologues. Il y a toujours, dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Ça, on n'y peut rien. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait quand même assez. Comme ça, au moins, on peut en trouver un bon.